Bonjour Ludivine. Bonjour Jean-David. On est le 20 octobre, on s'était vu il y a à peu près un mois au dernier jour des vendanges. On est aujourd'hui à un mois de la vente. Oui, un mois pile. On est dans la cave, on la voit bien remplie. J'imagine qu'aujourd'hui, après ce mois de recul, tu dois avoir une lecture un petit peu plus fine du millésime. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous en dire quelques mots dans les deux couleurs? Oui, bien sûr. On est à la fin des entonnages, donc on a effectivement une meilleure lecture de ce que ce 2022 nous a offert. On est sur des vins blancs, des vins de chardonnay qui sont fidèles à nos attentes. C'est-à-dire, on avait déjà ce pressentiment de fond, de densité, de matière. Donc on est dans ce registre-là sur les blancs avec des aromatiques de fruits jaunes, de fleurs blanches. Donc on est vraiment très classique chardonnay. C'est incroyable d'arriver à dire le mot classique dans un millésime comme 2022 quand on pense à la météo. Et puis en pinot noir, on a donc confirmation que les robes sont plutôt sombres. On est sur un millésime au pinot noir noir. Et on a cette double particularité. On a à la fois beaucoup de tanins qui sont assez affirmés, qui sont présents, qui sont bien marqués et qui pour autant sont plutôt ronds, suaves et donnent une certaine sucrosité au vin. Donc on est dans un... Alors les aromatiques sont hyper nettes, hyper précises sur du fruit, parce que ça c'est aussi notre marque de fabrique. Il faut qu'on ait l'expression d'un fruit très clair, très claquant. Donc on y est arrivé et on a en parallèle de ça cette espèce de sucrosité ambiante qui fait que les vins sont déjà, même tout jeunes, assez accessibles. Sans avoir des degrés d'alcool faramineux. Sans avoir des degrés d'alcool stratosphériques, on est entre 13,5 et 14,5 quand même. D'accord. Quand même. Mais en fait, la matrice de nos pinots et de nos chardonnays sont support de ces teneurs en alcool. Donc on a un équilibre assez stable. Alors moi j'ai été obnubilée par la fraîcheur cette année, par cette conservation de fraîcheur et du coup on a eu des itinéraires techniques adaptés pour la conserver. On a limité l'air, on a travaillé vraiment sous des conditions un peu plus réductrices pour conserver ces arômes de fruits frais. Et puis aujourd'hui, on les retrouve dans les vins. Le résultat est là. Le résultat est là. Donc, quand on analyse ce millésime, on peut parfois dire que c'est un millésime faussement facile parce qu'il y avait un état sanitaire parfait, ce côté ensoleillé, des baies très saines, etc. Justement, effectivement, en vinification, c'était quand même un challenge cette année? Alors j'aime bien cette expression de faussement facile parce que c'est, je crois, le sentiment que ce millésime va nous laisser, d'en avoir quand même bavé pour trouver le bon itinéraire technique, d'avoir eu à attendre aussi que les premières cuves et que les premiers pressoirs tournent pour savoir où on allait aller. C'est un peu déroutant pour un vinificateur de ne pas vraiment pouvoir tout de suite savoir ce qu'il va faire. 2022 nous aura montré ce qu'on n'a pas fait d'abord, ce qu'on ne voulait pas faire ou ce qu'on ne pouvait pas faire. Partant de ça, cet aspect faussement facile, il est aussi parce que si on remonte un peu au raisonnement, c'est surtout la date de récolte qui a fait la différence. Et je crois que nos vinifications faussement faciles, elles l'ont finalement été parce que la difficulté, elle était avant. Elle était sur la décision de date de récolte. Et je crois qu'on ne s'est pas trop trompé. D'accord, on en est sûr. On est dans l'ère des réseaux sociaux, des choses parfois, peut-être un petit peu de simplification. Des hashtags. Des hashtags, exactement. Donc, ce que j'aimerais faire comme petit exercice sympathique avec toi pour présenter ensuite tous ces vins, ces différentes cuvées aux hospices, juste quelque part avec quelques mots-clés, nous parler comme ça des grands territoires, des grandes zones. Et si on commence, tout seigneur, tout honneur, avec les grands crus de la Côte de Nuit, Mazy, Claude Laroche et Chezeaux, quelques mots-clés sur ces vins? Alors je dirais puissance, finesse, pour le coup pas faussement facile mais en tout cas grand terroir. Et nos grands terroirs nous donnent quand même toujours cette claque un peu d'être là en toutes circonstances, que le millésime soit plus ou moins facile. Donc je dirais que de ces grands crus qui répondent présent. Qui répondent présent, ok. On continue sur des grands crus avec les Cortons. Aussi bien en rouge qu'en blanc. Alors on peut différencier les deux comme tu veux. Oui, on peut. En même temps, ce qui peut les regrouper, ça serait valeur sûre. D'accord. Valeur sûre, complexité, hétérogénéité aussi, parce qu'on a cette minéralité dans nos grands Charlemagne, un brin austère, et au contraire toute cette douceur, toute cette accessibilité dans nos Cortons en pinot,
Donc je dirais diamétralement opposés et pourtant valeur sûre. Avec un socle commun. Ouais. Ok. Si on est sur forcément un des finages les plus importants, celui de Beaune, avec 9 cuvées, évidemment le 10 cuvées, on va en reparler, avec donc sur ce finage de Beaune. Alors, finage de Beaune, donc en rouge, je dirais hétérogénéité, expression des terroirs. Je dirais que les bienfaits des assemblages en 2022 vous savez que nous, nos cuvées, on les raisonne par assemblage, donc tout est séparé en fermentation, mais après on constitue, pour honorer nos donateurs et honorer les cuvées historiques, on constitue des assemblages de différents climats. Et je crois que chaque climat a eu vraiment une personnalité forte, parfois trop forte, parfois un peu trop effacée. Et du coup, l'assemblage, là, le travail d'assemblage a été vraiment bénéfique pour les cuvées de Beaune. Donc je dirais, j'ai envie de dire qu'il y en aura pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de styles différents. On a la minéralité des Montrevenaux dans la Syrah-Chaudron, on aura la puissance dans la Nicolas Rolin parce que sans vigne, on aura l'élégance dans la Drouin parce qu'il y a un petit peu quand même, beaucoup même de grève et puis des avots. On a le Clos des Avots robuste, ancré, solide. Voilà, donc je pense qu'il y en aura pour tous les goûts. D'accord. Sur un tout petit peu plus au nord, cette zone Savigny-Pernan? Gourmandise, fraîcheur, complexité quand même, parce que nos Pernans nous offrent un petit point spécial. On en a arraché une partie des Pernans, donc il y en a un petit peu moins à la vente cette année, parce qu'on a arraché. Mais ouais, je dirais que c'est plutôt la gourmandise et la fraîcheur réunies. D'accord. On redescend un petit peu sur Montely, petite appellation mais qu'il ne faut pas oublier. Ah mais petite appellation, tu vas t'attirer les foudres. Je pensais uniquement en surface. Mes amis de Montely, non, petite appellation, non, pas du tout. En surface qu'on adore de toute façon, qu'on achète régulièrement. Tout à fait. On l'adore vraiment. Alors en plus c'est une vinification qu'on a menée sans soufre, donc expression d'un fruit éclatant, des tanins présents mais somme toute ronds et fondus. J'ai hâte de voir sur cette cuvée-là, par exemple, la prise de bois. D'accord. Parce que bon, on va certainement aussi avoir quelques étapes dans la vie de nos vins. Et là, pour l'instant, c'est encore tout frais, tout gourmand, tout rond. Donc, il faut attendre un peu. Ok. On redescend encore un petit peu. On arrive sur le royaume des Grands Blancs et Meursault. Les Blancs, oui. Alors, on peut peut-être séparer les Meursault village et les premiers crus. Alors les Meursault village, je dirais assez classique. On a cette rondeur, ce côté très brioché, des longueurs de bouche, c'est très rempli, très volumineux, pas surmûri, on est bien d'accord, mais volume. Okay. Voilà. Et puis si on décortique un peu nos premiers crus entre les Charmes, les Genévrières et les Port-Ruzeau, chacun sa place, chacun tient son rang. On a des Port-Ruzeau qui sont sur le côté un peu crayeux, le côté un peu sec, je vais dire, presque tannique. On a des Charmes opulents, généreux, riches. Et puis on a des Genévrières qui seraient peut-être l'intermédiaire. Voilà. Donc je dirais pour les Meursault premiers crus, ouais, chacun sa place. Ok. On continue encore un petit peu, Bâtard Montrachet. Ah oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, mais il ne faut pas l'oublier. Grandiose. Grandiose, tout simplement. Ouais. Un seul mot-clé peut suffire. Hashtag grandiose. Hashtag grandiose. C'est parfait sur ce Bâtard. Au moment des vendanges, tu as annoncé un élément important pour le domaine, le passage et la conversion à l'agriculture biologique pour une certification en 2024. Oui. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous en dire un petit peu plus et les raisons et concrètement ce qui va changer ou évoluer? Alors c'est vrai que 2022 signe pour nous notre deuxième année dans le processus de la conversion en agriculture biologique. Donc c'est important aussi parce que c'est un millésime qui n'a rien à voir avec le premier, dans notre première année de conversion. Donc c'est bien d'avoir plusieurs années de tests. Alors, ça fait déjà un moment que je vous explique que nos méthodes culturales sont de toute façon tournées vers cette attente et vers notre conviction aussi, donc sans intrants chimiques de synthèse. Il était temps de se décider, il était temps de passer au concret. Avant, je veux bien emporter la responsabilité en fait. Avant, j'étais pas prête. Mais j'étais pas prête pour des raisons finalement techniques, aussi humaines, d'organisation. Je pense que l'établissement de santé, lui, il est prêt depuis un moment. Ça fait un moment que
dans la tête de tous, c'est la protection, c'est le soin. Voilà. Sage. Donc ça, c'est le trait d'union et c'est le fil conducteur qu'on a tous dans un petit coin de la tête. Après, dans les faits, il fallait s'affranchir d'un certain nombre de prérequis. Et puis, voilà, c'est à la fin de l'année 2020, pour commencer par 2021, qu'on s'est senti prêt dans l'outillage, par exemple, dans la formation du personnel, dans toutes les prérogatives aussi et les petites modifications de nos habitudes. C'est un chemin, comme tu le sais, que nous on a mené également chez Albert Michaud. Bien sûr, c'est vrai. On le voit, ça prend du temps, c'est un ensemble de paramètres, ce qui me permet aussi de dire que justement nous on sera bien sûr capable de relayer. Exactement, de continuer Parfait. de faire l'élevage de ces vins des hospices également selon les principes de l'agriculture biologique. Ah, Voilà, parfait. Ça, je pense que de nombreux acteurs vont essayer de suivre votre exemple parce que ça aboutit, c'est un certain aboutissement. Exactement. Bon, après, vous avez été assez avant-gardiste de vous y mettre il y a longtemps déjà. Tout à fait. Aussi bien pour le domaine que les achats et que le négoce, Absolument. etc. Au contact des techniciens qui sont habitués et que j'ai pu rencontrer aussi, des gens de chez Bichot, de se sentir rassurés aussi par rapport à tous les écueils possibles. Voilà, la vendange, les millésimes difficiles, quand il pleut tout le temps, le bilan carbone, le cuivre dans les sols, enfin tous les sujets quand même importants liés à l'agriculture biologique qu'on ne peut pas ignorer, mais qu'il faut s'approprier. Oui, tout à fait, un chemin longue haleine. Qui dit souvent donc, dans cette démarche globale vers le soin, etc., c'est aussi le soin du parcellaire. Ça permet de faire une petite transition sur aussi quelques nouveautés, notamment sur les évolutions des cuvées de Corton. Oui. C'est vrai. Tu peux me dire quelques mots sur ces évolutions parcellaires des Cortons? Alors, l'évolution parcellaire, elle se fait à la cave. Elle est par opposition à l'autre nouvelle cuvée, puisqu'on peut peut-être parler des deux de front. On a deux nouvelles cuvées qui vont se présenter cette année. La première en blanc, c'est un Beaune premier cru blanc Clos des Mouches, cuvée Hugues et Louis Bétaux. Alors Hugues et Louis Bétaux, parce qu'avant, cette parcelle, elle était en rouge, et elle est désormais plantée en blanc. Mais historiquement, elle était dans la cuvée Bétaux. Donc, on revendique jusqu'au bout notre appartenance à cet héritage superbe. Et ça, je dirais effectivement, je rebondis sur ta première question, c'est-à-dire que c'est une nouvelle cuvée qui fait un peu le buzz cette année, mais en fait, elle a été plantée en 2014. Nous, ça fait longtemps qu'on la récolte déjà. Et elle s'inscrit dans un cheminement totalement logique d'arrachage et de replantation d'un domaine. Donc, elle est nouvelle et elle apparaît comme quelque chose d'extrêmement convoité, et tant mieux, j'espère qu'elle le sera. Mais en même temps, elle s'intègre complètement dans la vie classique d'un domaine. On arrache, on replante et on fait des choix de cépage. En ce qui concerne les Cortons, c'est un tout petit peu différent et je suis contente d'avoir l'occasion de l'expliquer parce que c'est une décision qui s'explique. Dans le sens où aux vignes, rien n'a changé. On n'a ni arraché ni replanté. Simplement, en cave, ça fait longtemps que même sous mare, quand on déguste nos 4 terroirs de Corton, on les a individuellement magnifiques. Que tu peux citer, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, on a le Clos du Roi, on a les Bressandres, on a les Renardes et les Chaumes. Donc individuellement, ces 4 terroirs-là étaient très ancrés dans leurs identités respectives, très différentes aussi. Donc un très bon exemple de nos climats, de l'illustration de ce que peut être la Bourgogne, et puis de cette magnifique colline de Corton. Et puis les assembler depuis quelques années, pour moi en tout cas, c'était un certain arrachage à ce qui fait quand même notre ADN en Bourgogne, mais qui était fort de l'institution. Donc j'ai réussi à pouvoir, année après année, me conforter dans ma décision purement technique et puis après vous l'apporter en vous expliquant que dorénavant nous aurons une 4e cuvée de Corton, mais qui n'est pas une nouvelle parcelle, qui est juste la séparation de nos terroirs. Donc maintenant, toutes nos cuvées de Corton sont monoterroirs. D'accord. Donc nous avons la cuvée Baronne du Bay 100% Clos du Roi, la cuvée Charlotte Dumay qui sera 100% Corton-Bressande, la cuvée Dr Pest qui est 100% Chaume et la petite dernière, cuvée Les Renardes en Corton-Renard, 100% Corton-Renard. Ok, c'est très clair, merci. Terroir de Corton auquel je sais que tu es très attaché. Oui, ça a été mon terrain de prédilection. J'ai l'impression de jouer à domicile. Voilà. Terroir qu'on aime bien aussi, nous, avec le Clos des Marais Chaudes. Donc oui, vous n'êtes pas loin. Comme sur le Clos des Mouches, on est voisins. Vous n'êtes pas loin. Et ça nous fait grand plaisir. Pas de vente des hospices de Beaune sans pièces de charité. Bien sûr. Cette année, je veux dire, comme tous les ans, elle est particulière, mais c'est vrai. Vous avez souhaité rendre hommage à un grand nom de la Bourgogne. C'est vrai. La cause défendue est l'enfance pour cette pièce des présidents. Et l'hommage rendu est à Louis-Fabrice Latour, décédé en pleine vendange cette année, qui va manquer à la Bourgogne, qui nous manque déjà.
Donc, on a été assez rapide dans notre, dans notre analyse de se dire comment on lui rend hommage. Eh bien, on est parti sur un corton, on vient d'en parler, mais Louis Fabrice était très attaché à ce terrain de jeu. Il était vraiment au cœur de cette appellation et de cette colline. Et puis, quoi de mieux d'aller au bout du bout. La Maison Latour a sa propre tonnellerie. Donc, on a demandé à la tonnellerie Latour de nous faire une pièce telle que eux la fabriquent. Donc, une chauffe légère longue, un brocro percé, ce qu'on ne fait pas d'habitude, mais une sélection de forêts à eux, leur cerclage, voilà. Et c'est un fût fait par la tonnerie Latour, donc un corton dans un fût de Latour. Ça fait sens, tout à fait, un très bel hommage. Ça fait sens. Donc 2 associations, Vision du Monde et Princesse Margot, qui défendent, comme tu l'as dit, la cause des enfants. Oui. Voilà. Oui. Donc on saura, j'espère, réussir à mobiliser toutes les énergies pour cette pièce. Dernière petite question, la vente est dans un mois, comment tu te sens ? Alors, j'ai été entourée en 2022 d'une équipe extraordinaire. Donc, je crois que c'est la meilleure équipe que j'ai jamais eue. Donc, je suis sereine parce qu'on a fait du bon travail. On a tiré, je pense, ce que 2022 a pu donner de meilleur. On a fait de notre mieux. Et je pense qu'on a produit des grands vins. Donc, j'ai l'impression que toutes les planètes sont alignées. Donc, je me sens bien. Ça Voilà. se voit. On est ravis. Maintenant, rendez-vous dans quelques semaines pour les enchères. Dans un mois. On sera bien sûr au rendez-vous. À bientôt. Merci. À bientôt.